Bon, alors, donc je me présente, donc je suis Frédéric, je suis chercheur donc ici donc au laboratoire Charles Fabry, donc à l'Institut d'optique. Je travaille dans le groupe laser et donc je vais vous parler de laser. Donc je vais vous décrire donc une découverte ou une manip donc, qui a été faite dans l'équipe, et donc bien sûr je ne suis pas tout seul, hein, donc il y a tous mes collaborateurs ici qui sont listés pour donc expliquer comment on peut arriver donc à une idée, une découverte et une démonstration. Et que c'est pas forcément venu de rien, il suffit de regarder autour. Voilà. Donc la première chose que dont je vais vous parler, c'est le laser de puissance. Voilà. Donc qu'est-ce que j'appelle le laser de puissance? Alors moi, les lasers de puissance dont je vais parler, c'est les lasers à impulsion ultra brève. Et je vais vous expliquer pourquoi ces lasers sont des lasers de puissance. Alors en fait, donc là il y a une équation, je vous rassure, c'est la seule qu'il y aura dans les transparents. Donc c'est la puissance crête, donc la puissance crête d'une impulsion en fonction de son énergie et de sa durée. D'accord ? Donc pour des énergies relativement modestes, avec des durées ultra courtes, on peut avoir des puissances très fortes. Et donc là, typiquement, avec des énergies de l'ordre d'une centaine de microjoules, si on a des durées très courtes, d'une centaine de femtosecondes, alors pour expliquer un peu ce que c'est qu'une centaine de femtosecondes, si vous ramenez à peu près 10 femtosecondes à une seconde, il y en a autant que d'heures depuis le début du Big Bang. Donc c'est vraiment extrêmement court. Ben, grâce à cette astuce, ou à ce tour de passe-passe, on va dire, on arrive à avoir des puissances crêtes de l'ordre du gigawatt. Donc pour un ordre de grandeur, un gigawatt, c'est ce que sort une tranche de centrale nucléaire à peu près. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut faire quand on a ces énormes puissances crêtes? Eh ben, on peut faire des trous, hein, je l'ai dit au début. Hein. Donc ça sera un peu le fil directeur de cette conférence. Donc comment on fait des trous? Ben, on prend ce laser qui fait son petit gigawatt, on le focalise sur une cible, et là il y a tellement d'intensité qu'on va arracher les électrons, on va faire un plasma. Les électrons s'en vont, les ions suivent et il y a un trou. Et donc l'intérêt, c'est que ça fait des trous d'extrêmement bonne qualité, et ces trous d'extrêmement bonne qualité sont utilisés dans des applications où on aime bien avoir de la bonne qualité, typiquement quand on touche à nos yeux. Donc là j'ai montré donc, une petite démonstration donc, de l'utilisation d'un laser femtoseconde. Donc là, on va attendre le début du film. Voilà. Donc le laser femtoseconde va faire donc, des petits trous, des petits pointillés. Voilà, c'est ce qu'on voit ici. Voilà, on fait des petits pointillés. Après, on fait une petite découpe sur l'extérieur et il suffit de décoller ou découper selon les pointillés. Voilà. Et on a fait un beau clapet pour faire après donc, de la chirurgie réfractive. Voilà. Donc là, vous dites, bon, laser de puissance, mais on peut être un petit peu déçu quand même. Les trous sont petits, c'est une dizaine de microns. Je ne sais pas pour vous, mais moi, si on me dit laser de puissance, j'imagine quand j'étais jeune. Et quand j'étais jeune, il y avait une série qui s'appelait MacGyver, et ce gars était super. Avec 3 bouts de ficelle, il faisait un laser de puissance. Quoi. Voilà, donc là le voilà. Et donc le laser de puissance, bon, hein, qu'est-ce qu'on imagine? Il dynamite, il disperse, il ventile. Hein, il éparpille par petits bouts façon puzzle, hein, comme dirait Raoul. Voilà, et là... Donc qu'est-ce qu'on peut faire vraiment en puissance? Bon, on se dit, bon, on descend en manip, on va tourner le bouton, on va augmenter l'énergie, on n'en avait pas beaucoup, on augmente l'énergie. Et là, c'est le drame, parce que qu'est-ce qui se passe? Bah, si on prend un laser à fibre, par exemple, ici, on augmente la puissance et ça se passe très très mal. Avant de sortir quelque chose qui va faire dynamiter le rocher, là, on va d'abord dynamiter notre laser. D'accord? Donc là, on réfléchit, on est déçu. On est en colère et on va chercher une solution. Et la solution, on va la trouver du côté obscur. Voilà. Et le côté obscur, on nous a dit quoi? Voilà, donc là, vous reconnaissez tous l'étoile de la mort. Et on dit, bah, si je ne peux pas le faire avec un faisceau, je vais le faire avec plusieurs faisceaux et après je recombine. Voilà. Donc l'idée, elle est là. Donc on se dit, si Dark Vador peut le faire, pourquoi pas moi? Et donc l'idée, on la retranspose nous sur notre système. Bah voilà, j'ai un laser, je veux l'amplifier. Donc je sépare en n faisceaux. Chaque faisceau, je l'amplifie dans une fibre de manière relativement sereine. Et après, je recombine. Alors bien sûr, on reste quand même des physiciens, même si on est passé du côté obscur. Et on se dit, là, cette recombinaison, elle est quand même un peu bizarre. Bon, dans la vraie vie, c'est un petit peu plus compliqué. Bon, je rappelle, donc les impulsions laser sont des ondes, donc des ondes optiques. Donc il va falloir les recombiner. Donc si on veut bien recombiner ces ondes, bon, déjà, il faut qu'elles aient la même direction. Mais aussi, il faut qu'elles soient en phase, c'est-à-dire que toutes les vagues soient en phase.
Et en plus, là, on a des impulsions, donc il faut aussi que les impulsions arrivent en même temps. Donc ça va mettre quelques petites contraintes. Donc il va falloir faire notamment donc, des interférences constructives pour mettre toutes ces ondes en phase. Et là, donc, on va chercher, on va réfléchir, on éteint la télé, on va travailler dans les bouquins. Et en fait, entre interférence et interféromètre, il n'y a qu'un pas, hein, donc qu'on va passer à l'aise. Et donc on va réfléchir et on dit, bah oui, effectivement, des interféromètres, pour mettre en phase, ça existe. Hein, et c'est pas récent. Donc il y a le Mach-Zehnder, hein, qui a un peu plus de 100 ans, et le Sagnac, qui a presque 100 ans. Donc qui sont deux interféromètres, et on va utiliser ces architectures dans lesquelles on va mettre nos fibres pour pouvoir faire de la combinaison cohérente. Donc là, l'idée, elle est simple. Donc si je prends l'interféromètre de Mach-Zehnder, je prends une impulsion ici, au début, que je vais amplifier. Je la sépare avec un cube séparateur en deux impulsions plus petites que je peux amplifier dans deux fibres différentes. Et après, je recombine si l'interféromètre est équilibré et je ressors avec une impulsion donc beaucoup plus, 2 fois plus grande. Pour le Sagnac, l'idée est à peu près la même. Toute petite différence, c'est que là, donc, je sépare toujours mes deux impulsions, mais là, les deux impulsions vont faire le même trajet, mais pas dans le même sens. Donc il y en a un qui va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et l'autre dans l'autre sens. Donc on peut amplifier. Donc ils n'arrivent pas en même temps dans la fibre, comme ça évite de la casser. Et à la fin, on recombine et on sort pareil. Donc une impulsion amplifiée. Voilà. Donc là, on a l'idée et on se dit qu'avec des interféromètres équilibrés, ça devrait fonctionner. Donc on met ça en œuvre. Donc là, c'est la photo de la manip. Donc j'ai passé un petit peu sous le tapis plein d'éléments. Donc on sort les Lego, hein, comme dit Karen, et on monte la manip. Donc là, on reconnaît bien les deux fibres qui sont vertes ici. Et donc on va monter tout ça. Donc il y a pas mal de choses en plus, l'oscillateur, le modulateur, pas mal de choses pour équilibrer, pour mesurer, pour diagnostiquer. Et avec tout ça, on arrive à montrer que ça marche. Et c'était la première fois que ça avait été montré sur ce type d'impulsion ultra courte. Alors maintenant, on m'a montré que ça marche. On peut se poser la question, peut-être un peu tard, mais est-ce qu'il y avait vraiment un intérêt à faire ça? Et la réponse, en fait, elle est déjà là, en fait. Donc là, premier exemple que je vais vous montrer, c'est l'utilisation de combinaisons. Donc c'est pas de la combinaison cohérente d'impulsion femtoseconde, mais c'est de la combinaison de laser continu qui existe déjà, qui est actuelle et qui a un intérêt. Donc là, on combine grosso modo une centaine de fibres pour arriver à des lasers de puissance moyenne, cette fois d'une centaine de kilowatts. Alors avec ça, on a tellement de puissance moyenne qu'on peut en fait percer la roche. Et donc on les met pour remplacer les trépans mécaniques sur des roches très, très difficiles à percer. On fait un trépan optique avec donc un laser comme ça et on arrive à faire des trous. Donc là on n'est plus dans le micron, on est dans le dizaine de centimètres. Donc voilà, ça ressemble plus à l'expérience de MacGyver si vous voulez. Ça commence à percer du rocher. Voilà. Et l'autre expérience donc, qui est plus futuriste mais qui utilise les techniques que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire la mise de la combinaison cohérente de fibres avec des lasers femtosecondes. Donc c'est le projet ICANN et donc un des piliers de ce projet, c'est de faire un laser qu'on va envoyer dans l'espace. Donc là, la combinaison, c'est grosso modo entre 10 000 et 100 000 fibres pour obtenir toujours des puissances moyennes de 100 kW, mais cette fois avec des puissances crêtes de 100 TW. Donc avec cette mini étoile de la mort, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'envoyer dans l'espace et on ne va pas détruire la Terre, ni Aldérande. On va détruire les débris satellitaires qui polluent les orbites. Et donc, grosso modo, on leur envoie une petite baffe laser et ils dégagent. Voilà. Donc, c'est un projet ambitieux, mais ça, c'est l'article que j'ai tiré du Monde de juillet 2014. Donc, il y en a qui croient. Voilà. Et je vais m'arrêter là. Et je vous remercie beaucoup.